depuis les eaux les plus agitées du globe. C'est plus profond que la mer du Nord à certains endroits. Jusqu'au plus haut sommet. Aujourd'hui, si quelqu'un voulait construire une voie ferrée dans ces montagnes, on le prendrait pour un fou. Le chemin de fer a tout conquis. J'arrive pas à croire qu'ils aient construit cette ligne uniquement par bateau. C'est vraiment un train de l'impossible. Je suis sans voix. Quelle merveille! Sous l'impulsion d'ingénieurs audacieux, pour qui aucun obstacle C'est presque marrant. n'est insurmontable. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Je l'adore. Dans cet épisode, nous partons en quête de vitesse, avec les défis techniques rencontrés par les trains les plus rapides du monde. Elle est tellement puissante que les roues entrent en rotation instantanément. C'est un vrai monstre. Et les solutions ingénieuses Nous pouvons monter et descendre le long de pentes bien plus raides que les chemins de fer traditionnels. J'ai réalisé que nous pouvions nous inspirer du martin-pêcheur pour nos trains. qui rendent possible l'impossible. Pour moi, c'est le chemin de fer le plus incroyable au monde. Je ne voudrais pas travailler ailleurs. Depuis plus de 150 ans, les chemins de fer repoussent les limites de la technologie pour connecter notre monde. Guidés par le progrès et la soif d'aventure, les trains peuvent aujourd'hui circuler plus loin et plus haut que jamais auparavant. Mais pour les ingénieurs, il est une ambition qui dépasse toutes les autres. La quête de vitesse. Elle a façonné les machines légendaires du passé et fait naître les innovations du futur. Mais faire rouler les trains plus vite suppose de relever des défis très particuliers. Si vous rencontrez des bosses à ces vitesses incroyablement élevées, vous ne survivrez pas. Avec des trains aussi puissants et aussi légers, il faut trouver un point d'équilibre entre puissance et adhérence. Quand un train entrait dans un tunnel à grande vitesse, à la sortie, l'onde de choc produisait un gros bang. Le problème, avec la plupart des trains, c'est qu'ils n'ont qu'un moteur. Donc, plus ils sont longs, plus la locomotive a de travail. Et quand on est en quête de vitesse, on finit par être limité par la taille du moteur. La naissance des chemins de fer est intimement liée à l'invention de la locomotive à vapeur. Pendant plus d'un siècle, ces magnifiques chevaux d'acier ont parcouru tous les rails de la planète. Mais dans les années 30, en Grande-Bretagne, ces puissantes machines se sont trouvées face à un défi en apparence insurmontable. Il fallait qu'elles aillent plus vite. C'est ce que nous apprend le journaliste spécialiste du rail, Tom Bright. À l'époque, les passagers voulaient des trains plus rapides, plus confortables et plus luxueux. On a donc intégré de nouveaux espaces dans les trains, comme les wagons-restaurants ou les voitures de première classe. Mais les trains devenaient par conséquent plus lourds et donc plus lents. Les chemins de fer jadis prospères étaient menacés par le transport routier, nouveau et plus rapide. Les compagnies ferroviaires se livraient une bataille des prix. Le trajet le plus convoité reliait les deux grandes capitales britanniques, Londres et Édimbourg. Parcourir ces 650 km en un temps record, avec un train pesant plusieurs centaines de tonnes, allait demander une locomotive hors du commun. Et en 1935, l'A4 Pacific Class a tout changé. En termes de puissance et de vitesse, c'était du jamais vu. Les A4 étaient ce qui se faisait de mieux pour le transport express de passagers. Son concepteur est l'un des pionniers britanniques des chemins de fer, Sir Nigel Gresley. Gresley était déjà à l'origine de la Flying Scotsman, une locomotive de classe A3.
Avec l'A4, Gressly a concentré toutes les idées qu'il a eues jusque-là. En gros, l'A4, c'est une A3 GTI, une A3 boostée. Le secret de la puissance de l'A4 est une combinaison unique d'innovations. Il repoussait les limites de la technologie. Avec les A4, il avait opté pour 3 cylindres. Avec 2 cylindres, la locomotive avait tendance à vibrer. Avec 3, c'était beaucoup plus stable. Les 3 cylindres de Gressly fournissent une puissance continue et la configuration des roues en tire le maximum. 4 petits trous à l'avant, suivis de 6 énormes roues motrices qui garantissent 50% d'adhérence supplémentaire, et 2 petits trous à l'arrière, laissant la place à un plus gros foyer, ce qui signifie plus de vapeur, plus de puissance et beaucoup plus de vitesse. Après d'importantes réparations, un groupe d'ingénieurs et d'amateurs s'apprête à démarrer la Union of South Africa, l'une des 4 dernières locomotives A4 existantes. Il en faut encore un peu. C'est plein aux 3/4. C'est une remise en service extrêmement rare pour cette machine à vapeur octogénaire. Là, on vient d'allumer le feu. On a mis du charbon, du bois et des chiffons imbibés de paraffine par-dessus. Pour que ça prenne. La priorité, c'est de vérifier qu'il y a de l'eau dans la chaudière. C'est indispensable si on veut avancer. Sean, le frein. Au démarrage, il faut y aller très doucement. Elle est tellement puissante que les roues entrent en rotation instantanément si on accélère d'un coup. Ici, malheureusement, on ne peut pas dépasser les 40 km/h. C'est un vrai monstre, donc on est obligé de la retenir. Ils embarquent aujourd'hui un passager de marque, John Cameron, propriétaire de la locomotive depuis 50 ans. Il espère que son antiquité a encore de beaux jours devant elle. Je suis inquiet. J'espère qu'elle fonctionne et qu'elle ne va pas nous lâcher. Des centaines d'amoureux du rail sont présents pour une expérience qu'ils espèrent unique. Le son que vous entendez, c'est la petite musique qu'on veut entendre. Ça nous dit que l'injecteur est bien en route. Une fois qu'on a ce son, on sait que ça marche. Il y a beaucoup à prendre en compte pour faire avancer ce véritable morceau d'histoire mécanique. Vous avez une énorme puissance à disposition. Donc il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. J'essaie de jauger le régulateur. Sean, ferme un peu l'arrivée qu'on n'ait pas trop de vapeur. Il faut connaître sa locomotive, savoir comment elle va répondre, selon que vous démarrez, que vous êtes déjà lancé ou que vous voulez freiner. 2 locomotives ne se comporteront pas de la même façon, même si elles sont de la même classe. Gressly avait créé un moteur d'une immense puissance. Mais avant de pouvoir le tester, il devait régler un autre problème, la forme du nez. Gressly a testé son concept dans une soufflerie. Ça n'avait jamais été fait pour une locomotive. Le traditionnel nez plat a été remplacé par un nez biseauté, afin de réduire la résistance au vent, mais surtout pour éloigner la fumée de la cabine. En 1938, grâce à son parfait cocktail de technologie, la Mallard A4 atteint la vitesse de 203 km/h, devenant la locomotive à vapeur la plus rapide du monde. Un record qu'elle détient encore aujourd'hui. L'A4 de Gressly dépassait de loin les modèles concurrents, autant en termes de vitesse que de style. Les passagers pouvaient désormais se rendre à Édimbourg au départ de Londres en seulement 6 heures. Quand la Mallard a battu le record mondial de vitesse, les A4 ont gagné encore un peu plus en notoriété. Et elle a encore aujourd'hui le potentiel pour atteindre de telles vitesses. Quand on fait une sortie comme aujourd'hui, les gens peuvent se dire que c'est une promenade de santé. Mais en fait, il faut autant de savoir-faire pour conduire prudemment et efficacement à vitesse réduite et pour que tout se passe bien. Et l'équipe peut être fière de sa sortie du jour.
La machine surpuissante de Gressly a réussi l'impossible. La vitesse impressionnante de cet A4 a permis de redonner vie à cette ligne en embarquant à nouveau des passagers. Sa création continue encore aujourd'hui de nous émerveiller. Union of South Africa, c'est la meilleure. C'est une machine formidable. Mais la quête de vitesse de certaines machines sur rail est proprement ahurissante. Au total, nous avons battu 7 fois le record de vitesse pour un véhicule terrestre, qui est actuellement de 8 fois la vitesse du son. Et requiert des chemins de fer toujours plus improbables. La vitesse, l'ultime ambition pour certains des chemins de fer les plus incroyables de la planète. De nouveaux défis et pour les relever, de nouvelles solutions. L'objectif, transporter passagers et marchandises toujours plus vite. C'est un vrai monstre, très en avance sur son temps. Mais il existe un chemin de fer dont la quête de vitesse est si extraordinaire que les défis qu'elle soulève semblent impossibles à surmonter. Si la vitesse est votre unique objectif, plus vous irez vite, plus vous rencontrerez de problèmes. Déjà, oubliez les virages. Même la moindre petite bosse doit être aplanie. Et puis, il faut s'arrêter. C'est peut-être ça le plus compliqué. Le bassin de Tularosa, au Nouveau-Mexique. Un vaste territoire sauvage et isolé. Mais c'est aussi le cadre improbable d'un record de vitesse sur rail. Caché aux confins de ce désert, se trouve l'un des chemins de fer les plus extrêmes de la planète. Nous sommes sur la base aérienne d'Oloman au Nouveau-Mexique, où nous repoussons les limites de la vitesse grâce à ceci, le chemin de fer le plus incroyable au monde. Construit en 1949 pour tester de nouvelles technologies aéronautiques, cette extraordinaire voie ferrée de 16 km de long est une pionnière des vitesses extrêmes, permettant à ce traîneau propulsé par une fusée d'atteindre environ 2900 mètres par seconde. Au total, nous avons battu 7 fois le record de vitesse pour un véhicule terrestre, qui est actuellement de 8 fois la vitesse du son. Ce n'est pas une exagération de dire qu'on écrit l'histoire. Mais avec un traîneau qui traverse l'équivalent de 30 terrains de foot par seconde, le défi technique semble presque impossible. Si la voie ferrée n'est pas parfaitement préparée, les conséquences peuvent être catastrophiques. La moindre déviation sur la voie a un impact très lourd. C'est comme un dos d'âne sur la route. Si vous rencontrez des bosses à ces vitesses incroyablement élevées, vous ne survivrez pas. En raison des variations de températures extrêmes du désert, les rails sont en acier précontraint pour éviter tout phénomène d'expansion ou de contraction. Le soudage continu des rails le long des 16 km assure une parfaite ligne droite. Mais tout cela est secondaire à côté du point le plus crucial de tous. S'assurer que chaque patin se lance et reste sur une trajectoire parfaite. Ce patin va être testé à Mach 4. Pour tenir et conserver sa trajectoire le long de la voie, il doit être aligné à quelques millièmes de centimètres près. S'il ne reste pas aligné, il pourrait être éjecté du rail et détruire la voie. Pour vérifier l'alignement, on utilise un système de détection laser 3D. Avec plus de 10 000 tests effectués sur sa voie ferrée hors du commun, la base expose d'incroyables machines ayant servi à tester des équipements vitaux, comme les parachutes ou les sièges éjectables. Alors nous avons un A10, un F-15 et un F-16. Tous ont été testés ici. Derrière moi, vous pouvez voir une réplique du Sonic Wind, le traîneau utilisé pour étudier les effets liés à l'exposition à un grand nombre de jets. Dans les années 50,
le premier Sonic Wind a été piloté par le lieutenant-colonel John Stapp. Son objectif ? Étudier les effets de l'accélération et de la décélération extrême sur le corps humain. En 1954, après un passage à 1017 km/h, il est devenu l'homme le plus rapide sur Terre. Le plus incroyable, c'est qu'après avoir atteint cette vitesse de pointe phénoménale, il est revenu à l'arrêt en moins d'1 seconde et demie, grâce à une solution innovante. Un système de freinage basé sur une gouttière remplie d'eau située au milieu de la voie. Il a subi 40 jets de décélération lors de son dernier essai. Stapp en est ressorti malmené et contusionné, mais sa mission a été d'une grande importance dans l'amélioration de la sécurité des pilotes. Aujourd'hui, les traîneaux sans pilote atteignent des vitesses près de 10 fois supérieures. Bien que la voie soit le résultat d'une technologie de haute précision, les traîneaux eux-mêmes sont une innovation géniale destinée à surmonter la brutalité de l'accélération. On n'utilise pas de roues à ces très hautes vitesses. Le traîneau ne pourrait pas rester sur la voie. À la place, on utilise des patins. Fixés sous le traîneau, les patins en métal sont recourbés autour de la tête du rail. En gagnant de la vitesse, le traîneau est soulevé des rails par les forces aérodynamiques avant d'être freiné par les patins. Après la mise à feu, le traîneau n'est plus vraiment en contact avec les rails. Il flotte plus ou moins au-dessus. Il y a très peu de contact avec les rails. Une bonne analogie, ce sont les montagnes russes modernes, très fluides, alors que les anciens modèles avec des roues sont beaucoup plus chaotiques. Depuis plus de 60 ans, ce chemin de fer innovant a permis d'accomplir l'impossible. Aujourd'hui encore, la piste d'essai de la base Doloman ne semble pas connaître de limites. Notre prochain objectif, c'est Mach 10. Pour vous donner un exemple, ça veut dire d'aller d'ici à l'autre bout de la piste à 16 km en 5 secondes. Si vous voulez de la vitesse, c'est ici qu'il faut venir. Pour moi, c'est le chemin de fer le plus incroyable au monde. Je ne voudrais pas travailler ailleurs. Quand l'objectif est la vitesse, les ingénieurs ferroviaires font face à certains de leurs plus grands défis. Le premier étant la topographie. Confronté au relief particulier de la côte sud du Devon, l'ingénieur avant-gardiste Isambard Kingdom Brunel a créé un incroyable chemin de fer expérimental ultra rapide. Nous sommes en 1844 et le chemin de fer, alors en plein développement, se rapproche de plus en plus de l'ouest de l'Angleterre. Brunel voulait aller plus loin et étendre la ligne jusqu'à Plymouth. Mais la région qui sépare Newton Abbot de Plymouth est célèbre pour ses collines, et Brunel avait peur que des locomotives traditionnelles ne peinent dans les côtes escarpées. Pour créer de la puissance et de la vitesse, il a opté pour un concept tout nouveau, le chemin de fer atmosphérique. Le chemin de fer atmosphérique part du principe que l'on peut propulser un objet en utilisant la pression atmosphérique si l'on crée un vide devant lui. Il sera donc aspiré en avant. Se passant d'une locomotive, Brunel attache donc au wagon un piston placé dans un tube hermétique situé entre les rails. Une station de pompage positionnée au bord des voies aspire l'air contenu dans le tube, créant un vide devant le train. La pression atmosphérique pousse ensuite sur le piston, fournissant la force motrice nécessaire pour faire avancer la rame. Ici, nous avons l'un des principaux vestiges du chemin de fer atmosphérique. Chaque section mesurait 3 mètres de long. L'air se trouvait ici à l'intérieur et sur le dessus, on a la fente par laquelle le piston était relié au train. Les fuites d'air au niveau de cette fente étaient l'un des principaux problèmes. La solution fut d'ajouter des battants en cuir de chaque côté sur toute la longueur. De petits trous venaient refermer la fente une fois que le piston était passé. C'était sans nul doute un concept ambitieux et incroyablement rapide pour l'époque. Capable de propulser un convoi
à près de 110 km/h. Ici, on a une reproduction à petite échelle. Pour l'instant, la pression atmosphérique dans le tube est normale. Et quand je vais enclencher l'aspiration, tout l'air situé de ce côté du piston va être évacué, ce qui va créer un vide et tirer le piston le long du tube. Cette partie s'ouvre pour que le piston avance et derrière, elle se referme au fur et à mesure. On va enclencher la machine. Ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ça pouvait aller. On comprend pourquoi Brunel était enthousiasmé par ce concept. C'est impressionnant sur du plat. Mais qu'est-ce que ça donnerait dans les collines du Devon? Je crois que Brunel serait fier. Ouais. La vitesse du chemin de fer atmosphérique et sa capacité à franchir les reliefs offraient un potentiel très prometteur. Mais il avait un sérieux talon d'Achille. Les battants de cuir attiraient les rats et il était quasiment impossible de garantir l'herméticité du tube. Le système coûtait trop cher à entretenir et au bout d'un an, la ligne retourna vers les locomotives traditionnelles. Mais plus de 170 ans plus tard, en Californie du Nord, le rêve de Brunel survit encore. Voici la version test du Vector à l'échelle 1/6. La voie fait environ 600 mètres de long et le train se déplace à environ 50 km/h, ce qui équivaut à 290 km/h pour la version à taille réelle. Avec ses côtes et son virage à 180 degrés, le train futuriste de Max et d'Eric Schlinger annonce ce qu'ils espèrent être la renaissance du train atmosphérique. Nous avons repris exactement le même principe utilisé en Angleterre, mais en même temps, nous avons travaillé avec des aimants à haute puissance, ce qui nous a permis de faire beaucoup de choses impossibles en 1840. Tandis que le tube de Brunel s'est révélé un échec à cause de ses battants en cuir peu hermétiques, le tube du Vector peut rester scellé en permanence grâce aux aimants qui solidarisent le train à son piston. Ce que nous avons et que Brunel n'avait pas, ce sont les aimants à haute puissance qui permettent d'atteler le wagon au système de propulsion. C'est grâce à cet aimant que le système fonctionne. Il suffit de relier le wagon à notre piston et on a un train qui se déplace grâce à la pression atmosphérique. On n'a plus qu'à injecter un peu d'air sous pression et le train avance. À plus grande échelle, le modèle pilote utilise le même principe que le train atmosphérique de Brunel. Et sans locomotive ni moteur à bord, le poids réduit permet d'atteindre des vitesses impressionnantes. Ce train n'a pas de moteur et ne transporte aucun carburant. Au lieu de ça, nous avons une station de pompage qui permet soit de créer un vide à l'avant du train pour le tirer, soit de créer une pression à l'arrière pour le pousser. C'est de là que vient notre force motrice. Et comme nos stations de pompage sont stationnaires, nous pouvons utiliser toutes sortes de carburants. Nous envisageons même la possibilité d'installer des panneaux solaires tout le long de la ligne. À grande échelle, Max et Eric estiment que le Vector pourrait transporter jusqu'à 800 passagers à plus de 290 km/h. Et comme il n'est plus question de traction, comme avec le modèle de Brunel, c'est une solution idéale pour franchir des reliefs. L'avantage du chemin de fer atmosphérique, c'est qu'il élimine le facteur de traction entre deux éléments en acier. Par conséquent, nous pouvons monter et descendre des pentes bien plus abruptes que les chemins de fer traditionnels. Cette innovation visionnaire ressuscite une technologie du passé qui pourrait bien façonner le futur du chemin de fer. J'espère le voir de mon vivant. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que la jeune génération y parviendra. C'est l'avenir du rail. Mais créer les trains à grande vitesse de demain exige de trouver des solutions à de nombreux problèmes. Quand un train entrait dans un tunnel à grande vitesse, à la sortie, l'onde de choc produisait un gros bang.
Il faut beaucoup d'inspiration et d'ingéniosité pour accomplir l'impossible. Les chemins de fer ne cessent de prendre de la vitesse. Les trains battent tous les records et repoussent les limites de l'innovation à l'infini. Mais à grande vitesse, les problèmes sont décuplés et demandent des solutions technologiques très imaginatives. Le Japon, pays insulaire au relief montagneux. Construire un réseau de transport efficace dans ces paysages spectaculaires a toujours été compliqué. Traverser le pays prend beaucoup de temps. En 1940, des ingénieurs japonais se sont lancés le défi en apparence insurmontable de créer un réseau ferroviaire à grande vitesse. Et en 1964, ils ont présenté au monde le Shinkansen. L'influence du Shinkansen Tokaido sur la société japonaise est immense. Le Shinkansen fut le premier train à grande vitesse de la planète. Cette puissante machine fuselée pouvait atteindre la vitesse sans précédent de 210 km/h. Le pays fut transformé. Le docteur Eiji Nakatsu dirigeait le département de développement technique. En 1964, après l'ouverture de la ligne Shinkansen Tokaido, nous transportions tellement de passagers, touristes ou hommes d'affaires, que les trajets par avion entre Tokyo et Osaka ont été supprimés et le trafic routier a temporairement diminué. Le trajet de 515 km entre Tokyo et Osaka, à bord du Shinkansen Tokaido, ne prenait désormais que 4 heures, contre 6h30 auparavant. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que le Japon ne veuille aller encore plus vite. Au départ, la vitesse maximale du Shinkansen était de 210 km/h. Ensuite, nous avons essayé d'augmenter la vitesse jusqu'à 220, puis 270 km/h. Mais l'augmentation de la vitesse a créé un phénomène inattendu. Quand un train entrait dans un tunnel à grande vitesse, l'onde de choc s'accumulait et était poussée vers la sortie du tunnel. Elle produisait alors un gros bang. Cette onde de choc se propageait dans toutes les directions. Tel un piston dans un cylindre, lorsque le train pénètre dans le tunnel, de l'air sous pression s'accumule devant lui et est expulsé du tunnel à la vitesse du son, créant un boom supersonique. Pour les gens à proximité de la ligne, ce bruit était un gros problème parce qu'ils le subissaient de 6 h du matin jusqu'à minuit le soir. Les logements situés jusqu'à 400 mètres de la ligne étaient affectés par ces bruits incessants. Et si les trains devaient aller plus vite, le problème ne ferait qu'empirer. Alors comment satisfaire la demande de vitesse tout en réduisant la pollution sonore ? La réponse fut apportée par le nouveau design des séries 500. Créée par le docteur Nakatsu, cette forme révolutionnaire lui a été inspirée par la nature. Un de mes hobbies est l'observation des oiseaux. Le martin-pêcheur plonge dans l'eau pour attraper ses proies. Il passe de l'air où la résistance est moindre à l'eau où la résistance est plus élevée. C'est très similaire au train qui pénètre dans un tunnel. Cela m'a donné une bonne idée. Un martin-pêcheur plonge dans l'eau à grande vitesse. Et bien que l'eau soit 8 fois plus dense que l'air, il ne produit presque aucune éclaboussure. Le succès du martin-pêcheur lui vient de son bec fuselé. J'ai réalisé que le martin-pêcheur pouvait être une source d'inspiration pour la forme du nez du Shinkansen.
Le nouveau-né de 15 mètres de long reproduit presque à l'identique le bec du martin-pêcheur, avec des résultats remarquables. Entrés en service en 1997, ces nouveaux supertrains avaient une résistance à l'air réduite de 30% et pouvaient atteindre la vitesse phénoménale de 300 km/h. Les booms à la sortie des tunnels ont également été réduits drastiquement. Ce fut une avancée majeure dans le design des trains à grande vitesse, jetant les bases des trains du futur. Je n'ai pas réalisé ce projet tout seul. De très nombreuses personnes ont travaillé ensemble pour sa réalisation et j'en suis très fier. Cette série 500 a fait une énorme différence, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Le Shinkansen est une véritable icône des trains à grande vitesse. Depuis 1964, il a été modifié plusieurs fois, gagnant à chaque fois en rapidité. Mais les ingénieurs d'aujourd'hui ont tourné leur attention vers la plus rapide des innovations, la technologie maglev. Toujours dans sa phase d'essai, le nouveau Shinkansen magnétique a dépassé les 600 km/h. Ce train sans frottement flotte littéralement au-dessus des voies et s'appuie sur les propriétés des supraconducteurs pour ses performances extrêmes. Le physicien Andrew Steele nous explique. Un supraconducteur est un matériau qui n'a aucune résistance électrique lorsqu'il est refroidi en dessous d'une certaine température critique. Si on le fait passer en dessous de 200 degrés, il va conduire l'électricité sans aucune perte d'énergie. Je le trempe dans l'azote liquide, ce qui va le refroidir à une température extrêmement basse. Si je l'approche d'un aimant, cela crée un courant électrique à l'intérieur du supraconducteur qui le maintient en lévitation. Mais ce courant électrique est stoppé dès que le supraconducteur repasse au-dessus de la température critique. Mais si le supraconducteur est maintenu à une température suffisamment froide, le courant continue de circuler indéfiniment, créant un intense champ magnétique. Nous pouvons reprendre ce principe pour donner un exemple de système de transport sans frottement. On utilise de nouveau de l'azote liquide. Je le verse sur le supraconducteur et comme ce supraconducteur est refroidi à proximité de puissants aimants, il mémorise leur champ magnétique. Ce qui veut dire qu'il va se maintenir à la même position par rapport à ces aimants. Comme les aimants sont les mêmes tout autour du circuit, le matériau va suivre son tracé. Il suffit de le pousser un petit peu. Il va faire des tours comme ça pendant très longtemps. On voit donc que ce type de lévitation électromagnétique, avec des supraconducteurs, nous permet de créer un système de transport sans frottement. Et c'est cette technologie sans frottement qui permet aux maglevs japonais de battre des records. À bord, des aimants supraconducteurs refroidis à l'hélium liquide à moins 269 degrés sont utilisés à la fois pour faire léviter le train et pour le propulser. Les Japonais espèrent pouvoir le mettre en service dès 2027, pour un temps de trajet entre Tokyo et Osaka d'à peine plus d'1 heure, loin des 6h30 qu'il fallait jadis, confirmant ainsi le statut du Shinkansen comme le train le plus rapide du monde. Pour moi, le Shinkansen est le chemin de fer le plus emblématique de l'histoire ferroviaire. Mais pour atteindre et maintenir une grande vitesse, il faut apprivoiser d'immenses forces. Avec des trains aussi puissants et aussi légers, il faut trouver un point d'équilibre entre puissance et adhérence. Et repousser les limites de la technologie. S'il est une chose qui a toujours servi de moteur au développement du chemin de fer, c'est bien la quête de vitesse. On pensait que les ingénieurs avaient tout essayé. Les designs fuselés capables de fendre l'air, la force brute, ou même défier toutes les règles établies. Mais pour créer la machine du futur, il fallait aller encore plus loin. Nous voilà en Italie. Si ce pays est célèbre pour ses paysages rustiques et son histoire millénaire,
il ne peut pas se permettre de vivre dans le passé. Mais sa volonté de s'inscrire dans la modernité se heurte à un obstacle géographique en apparence insurmontable. Les 4 plus grandes villes italiennes sont réparties sur toute la longueur du territoire, ce qui complique les trajets. La seule solution pour garantir un commerce florissant, c'est la vitesse. C'est en Italie que l'on trouve le train le plus récent et le plus rapide d'Europe. Nous sommes devant la Frecciarossa 1000, le joyau de la flotte Trenitalia. Il peut atteindre la vitesse de 350 km/h. La Frecciarossa 1000, traduisez Flèche Rouge 1000, est le train le plus moderne du réseau ferré italien. Le train à grande vitesse a changé la vie des Italiens. Les gens voyageaient de nuit ou passaient une nuit à l'hôtel. Ce n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, ils peuvent voyager en journée grâce au temps de trajet réduit entre Rome et Milan ou Naples. Mais comment a-t-on créé un train électrique capable d'atteindre les 350 km/h et de parcourir les 579 km séparant Rome de Milan en tout juste 2h20 ? La réponse, semble-t-il, est d'innover dans tous les domaines. Vous voyez, quand on veut gagner en vitesse, on ne peut pas isoler un seul élément qui nous fera aller plus vite. Chaque composant du train a dû être repensé. Le système de traction, le système de freinage, le système de communication, les suspensions. Chaque élément du train est conçu avec l'objectif d'aller plus vite. Dans l'entrepôt de la flotte, à Naples, l'ingénieur Sabato Citro nous révèle les secrets de ce train et de sa vitesse explosive. À 300 km/h, les composants mécaniques sont soumis à des contraintes très importantes, que le train soit en ligne droite ou dans un virage. C'est pour ça que nous effectuons ces vérifications de sécurité avec des équipements spéciaux pour s'assurer que tout fonctionne à 100%. Battre des records de vitesse exige de tout réinventer. La plupart des trains sont composés d'une seule locomotive remorquant une rame de wagon en roue libre. Cela signifie que toute la puissance est concentrée en un seul point. C'est très bien pour un train qui prend son temps. C'est moins idéal si vous êtes pressé. La Frecciarossa 1000 rompt totalement avec la tradition. Avec des trains aussi puissants et aussi légers, il faut trouver un point d'équilibre entre puissance et adhérence. À 300 km/h, les frottements entre la voie et les roues sont extrêmement importants. Ce train remarquable fait le choix de se passer totalement de locomotive. Traditionnellement, un train est propulsé par une locomotive qui consiste en une voiture spéciale, inaccessible aux passagers, avec tout le système électrique et le moteur. Ici, nous utilisons 16 moteurs et nous nous appuyons sur 16 roues pour la traction. Ce moteur a une puissance de 600 kW. Si on additionne tous les moteurs, ça nous fait une puissance totale de 10 MW, ce qui correspond à une centaine de voitures. Les moteurs électriques, répartis sur toute la longueur du train, permettent d'avoir une traction plus homogène et plus efficace. Et à l'avant du train, au lieu d'avoir un immense générateur, il ne reste que le conducteur dans sa cabine futuriste. Avec la locomotive, vous ne pouvez transporter qu'une personne, le conducteur. Sans locomotive, les équipements et les différents systèmes sont répartis dans tout le train. Donc, avec la même longueur de rame, on peut transporter plus de passagers. Mais garantir le confort de voyage de tous ces passagers à 350 km/h fait apparaître de nouvelles difficultés.
L'un des grands avantages du train par rapport à l'avion, c'est que pendant le trajet, vous pouvez travailler. Donc, en augmentant notre vitesse, nous avons mis tous nos efforts sur le niveau de confort qui devait rester le même qu'avant. Sans une bonne suspension, ce serait comme des montagnes russes. On aurait la vitesse, mais aucun confort. Le manque de confort pour les passagers est le plus souvent lié à 3 critères. Les bosses et les vibrations transmises depuis les roues vers le châssis. Les bosses et les vibrations transmises du châssis à l'habitacle posé dessus. Et la force centrifuge ressentie à grande vitesse dans les virages. Le secret de la flèche rouge se trouve sous les pieds des passagers. Voici le châssis de la Frecciarossa 1000. Il est connecté à ce niveau à l'habitacle. Ici, vous voyez la suspension primaire composée de 2 amortisseurs. C'est le même type de suspension que l'on trouve sur les voitures. Ici, on a la suspension secondaire, un coussin d'air rempli d'air sous pression. Elle est très importante, car elle absorbe toutes les vibrations entre le châssis et l'habitacle. C'est la plus importante pour le confort des passagers. Si le train prend un virage à gauche, la force centrifuge va entraîner le train et les passagers vers la droite. En contrôlant la pression d'air dans ses amortisseurs, le train peut s'incliner dans les virages et compenser la force centrifuge sans ralentir. Ici, on a ce qu'on appelle le système ALS, pour Active Lateral Suspension. Il fonctionne comme un bras et garde le centre du wagon au centre de la voie. À 300 km/h, les vibrations sont très importantes. Et toutes ces suspensions agissent ensemble pour absorber ces vibrations et assurer un niveau de confort optimal pour les passagers. Ce système de suspension à plusieurs niveaux effectue des ajustements réguliers tandis que le train roule à toute allure entre 2 gares. On ne sent pas la vitesse. Quand on regarde les écrans et qu'on voit qu'on est à 300 km/h, on se dit « Non, c'est pas possible. On a l'impression d'être à l'arrêt. On ne ressent vraiment pas la vitesse. » Chaque élément de ce train a été étudié et conçu pour atteindre une vitesse optimale. Les systèmes électriques sont à la pointe de la technologie. L'espace entre les wagons a été comblé avec un caoutchouc aérodynamique et l'ensemble du train a été construit avec les matériaux les plus légers possibles. Mais toutes ces solutions axées sur la vitesse peuvent aussi créer un effet secondaire indésirable et désastreux. Lorsqu'on se déplace à grande vitesse, la forme du nez du train est cruciale. Une forme fuselée semble idéale. Mais si le vent souffle dans la mauvaise direction, on n'est pas à l'abri d'un décollage. Si les ingénieurs de l'ultra-rapide Frecciarossa n'avaient pas parfaitement étudié sa forme, le train ne serait pas resté sur ses rails. Le profil spécifique de ce train offre une résistance aérodynamique minimale à 300 km/h. Le flux d'air est dirigé vers le haut du train. Et ici, il passe sous le châssis grâce à cette partie du fuselage. Calquée sur le cou du Cobra Royal, cette forme évasée unique réduit drastiquement la résistance aérodynamique et améliore la stabilité. C'est ce qui permet d'atteindre cette vitesse incroyable que l'on ne peut pleinement apprécier que dans la cabine du conducteur. Autrement dit, la tête du Cobra. Pour moi qui ne suis pas conducteur, c'est toujours extraordinaire d'être dans la cabine. On ressent vraiment la vitesse quand on voit tous ces poteaux arriver vers nous à toute allure. Les caractéristiques aérodynamiques de ce train sont sans précédent, car il a été imaginé, conçu et testé pour rouler à 350 km/h. Donc, l'aérodynamisme était un facteur clé dès sa conception. Aujourd'hui, les concepteurs et les ingénieurs de la Flèche Rouge ont accompli l'impossible. Grâce au train à grande vitesse, nous avons la possibilité de changer les modes de vie en Italie.
Les gens peuvent vivre à Naples et travailler à Rome, ou vivre à Turin et travailler à Milan, ou vice-versa. Tout ça grâce au train à grande vitesse. Ça fait 12 ans que je fais ce métier et j'ai conduit de nombreux trains. Quand celui-ci est arrivé, ça a complètement changé notre façon de travailler. C'est l'un des trains les plus impressionnants d'Europe. Je suis très fier de travailler sur ce projet. Le voir passer à toute allure sur les voies, c'est un sentiment incroyable. Depuis l'apparition des premiers trains, les ingénieurs sont habités par une volonté d'aller toujours plus vite. En termes de puissance et de vitesse, c'était du jamais vu. Les A4 étaient ce qui se faisait de mieux pour le transport express de passagers. Animés par cette quête de vitesse, ils ont imaginé d'extraordinaires innovations. Nous voulions un train qui marque une avancée dans la technologie ferroviaire et aujourd'hui, il est sur les rails. C'est important parfois dans la vie de faire un bond en avant, de ne pas se contenter de suivre la technologie, mais d'ouvrir la voie. Battant ainsi tous les records à travers le monde. Le Shinkansen 500 pourrait bien être l'innovation ferroviaire la plus marquante de l'histoire. Et il continue de repousser les limites de la technologie pour créer les trains de l'impossible.